Le président Donald Trump lutte héroïquement contre des problèmes qu'il a lui-même créés. C'est peut-être la façon la plus simple de résumer 5 mois de politique américaine chaotique envers l'Iran. Le 28 février, alors que les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran se poursuivaient, Donald Trump a lancé une guerre censée être brève et décisive. La puissance aérienne américaine devait détruire le programme nucléaire iranien, forcer Téhéran à une reddition sans condition et, dans le scénario le plus optimiste, même faire tomber la République islamique. Mais au cours des semaines suivantes, les objectifs ont changé si rapidement qu'ils sont devenus difficiles à suivre. Finalement, la mission centrale de l'armée américaine est devenue de rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. En d'autres termes, résoudre un problème qui n'existait tout simplement pas avant le début de la guerre. En juin, Trump pensait avoir trouvé une issue. Un mémorandum en 14 points, signé le 17 juin, était censé mettre fin au combat, rouvrir le détroit d'Ormuz et donner aux deux parties 60 jours pour négocier un accord final. Trump a immédiatement proclamé une victoire majeure et promis que l'accord apporterait la paix à toute la région. Cependant, en quelques semaines, les principales dispositions du mémorandum étaient régulièrement violées, et Trump lui-même a déclaré l'accord caduc. Les États-Unis ont rétabli les sanctions, repris le blocus des ports iraniens et recommencé les frappes aériennes. Pourtant, après 3 semaines supplémentaires de bombardements, le vendredi 24 juin, Trump a de nouveau suspendu les attaques. Officiellement, cette pause visait à donner une nouvelle chance aux négociations de paix. Officieusement, cependant, des rapports suggèrent que la décision a été motivée par des évaluations provenant du Pentagone. Des responsables militaires américains auraient recommandé de cesser les frappes, estimant que la campagne aérienne avait atteint ses limites d'efficacité. Donald Trump fait désormais face à un dilemme. Il peut reconnaître l'échec et accepter le contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, ou revenir au type de campagne de bombardement massif observé au début de la guerre. Mais puisque cette stratégie a déjà échoué une fois, rien ne garantit qu'en la répétant, le résultat sera différent. L'Iran, après avoir résisté des semaines à la pression américaine et attaqué des bases militaires américaines dans toute la région, ainsi que des navires traversant le détroit d'Ormuz, a aussi suspendu ses attaques après l'annonce par Donald Trump de l'arrêt des frappes aériennes américaines. Mais la situation reste loin d'être stable. Les Houthis du Yémen sont désormais également entrés dans le conflit. Ils ont annoncé un blocus des ports saoudiens et attaqué une raffinerie saoudienne à Jizan sur la côte de la mer Rouge. Leur entrée dans la guerre menace de paralyser un deuxième point de passage stratégique majeur du transport maritime mondial, après le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandeb. Comment en est-on arrivé là ? Quelle sera la prochaine étape de ce conflit ? Entrons dans le vif du sujet. Vous trouverez tous les détails et le lien d'inscription dans la description ci-dessous. Pour comprendre pourquoi le cessez-le-feu n'a duré que quelques semaines, il faut regarder de plus près la carte du détroit d'Ormuz. C'est le différend concernant les voies de navigation à travers le détroit qui est devenu le déclencheur immédiat de la reprise des hostilités. Le point 5 du mémorandum du 17 juin exigeait de l'Iran qu'il fasse tout son possible pour garantir, pendant 60 jours, le passage sûr et gratuit des navires commerciaux entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. La même disposition reconnaissait également la position privilégiée de l'Iran dans le détroit d'Ormuz et permettait à Téhéran de définir le cadre futur de la gestion du détroit, tout en soulignant que cela devait se faire en concertation avec Oman et en accord avec les États arabes. Avec le recul, il est clair que les Américains n'ont jamais eu l'intention d'honorer cette disposition. Presque immédiatement après l'entrée en vigueur du mémorandum, l'administration Trump a commencé à soutenir que le détroit d'Ormuz était une voie de navigation internationale par laquelle les navires devaient pouvoir passer librement sans avoir à obtenir l'autorisation de l'Iran, et que Téhéran n'avait aucun droit de percevoir des frais de transit, même après l'expiration de la période de 60 jours.
Ce différend a eu d'énormes conséquences pratiques et a finalement contribué à l'effondrement du mémorandum. Parce que la principale voie de navigation à travers le détroit d'Ormuz reste minée, les navires commerciaux ne pouvaient utiliser que 2 couloirs, l'un iranien ou l'autre omanais. Le transit par le couloir iranien nécessitait une coordination avec l'autorité du détroit du Golfe, créée en mai, ainsi que le respect des instructions émises par le corps des gardiens de la révolution islamique. La deuxième route longe plus au sud la côte d'Oman. Elle a été établie par Oman en coordination avec l'Organisation maritime internationale et la marine américaine. Washington a encouragé les compagnies maritimes et les États du Golfe à utiliser cette route afin de démontrer que la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz pouvait être rétablie sans céder aux exigences de Téhéran. Pour l'Iran, cela était inacceptable. L'objectif de Téhéran n'a jamais été simplement de rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz, mais d'imposer un nouveau régime juridique sur ces eaux, selon lequel chaque navire traversant Ormuz devrait obtenir l'autorisation de la République islamique avant de transiter. Le premier incident sérieux est survenu dès le 25 juin. Le porte-conteneur Ever Lovely, naviguant le long de la route sud près des côtes omanaises, a été frappé par un projectile non identifié. Bien que les autorités iraniennes aient nié toute responsabilité dans l'attaque, elles ont simultanément publié une déclaration très révélatrice. La sécurité des navires opérant en dehors des routes désignées par Téhéran ne serait pas garantie et les armateurs eux-mêmes assumeraient la responsabilité de toute conséquence. Les Américains ont annoncé que l'Iran avait violé les termes du mémorandum et ont répondu par des frappes limitées contre la côte iranienne. Au cours des jours suivants, la situation s'est rapidement aggravée. Les attaques contre les navires utilisant le corridor omanais se sont intensifiées. Les frappes aériennes américaines se sont intensifiées, poussant l'Iran à bombarder les bases américaines dans la région. Finalement, le 8 juin, Donald Trump a déclaré que le mémorandum n'était plus en vigueur. Il a annoncé la réimposition d'un blocus naval sur les ports iraniens, a révoqué la licence permettant à l'Iran d'exporter du pétrole et a ordonné la reprise de la campagne de frappe aérienne contre la République islamique. Le dernier rebondissement de toute cette saga est survenu lorsque Donald Trump a annoncé que les États-Unis deviendraient, je cite, « le gardien du détroit d'Ormuz ». Et en échange de la protection du transport maritime, il ferait payer aux armateurs des frais équivalents à 20% de la valeur de la cargaison transportée. En d'autres termes, le président américain a d'abord exigé que l'Iran abandonne ses projets d'imposer des frais de transit à Ormuz, pour ensuite proposer des frais encore plus élevés à verser aux États-Unis. Trump a finalement renoncé à cette idée. Mais cet épisode illustre parfaitement à quel point ce conflit est devenu complexe et absurde. Les opérations militaires américaines qui ont repris le 8 juin ont pris la forme d'une campagne aérienne limitée. L'objectif principal de Washington était de réduire la capacité de l'Iran à attaquer les navires passant par le détroit d'Ormuz. Les principales cibles étaient donc les installations radars, les batteries côtières de missiles anti-navires, les entrepôts de drones, les centres de commandement, les unités du corps des gardiens de la révolution islamique opérant le long de la côte, ainsi que les lignes de chemin de fer et les ponts utilisés pour acheminer des armes vers le sud de l'Iran. Selon des informations parues dans la presse américaine, l'amiral Brad Cooper, le commandant du CENTCOM, a soutenu que, bien que les frappes aient effectivement réduit la capacité de l'Iran à menacer la navigation, la liste des cibles viables dans le cadre de la campagne limitée d'Ormuz était presque épuisée, et poursuivre l'opération sous sa forme actuelle n'avait guère de sens stratégique. Étant donné que l'Iran, malgré les pertes qu'il avait subies, ne montrait toujours aucune volonté de faire des concessions, des membres de l'administration Trump ont plaidé pour intensifier la campagne aérienne, ce qui aurait impliqué de retrouver l'intensité des combats du début de la guerre. Mais le général Don Kane, président du comité des chefs d'état-major interarmés, a refroidi ses idées en soulignant la diminution des stocks de missiles intercepteurs. L'ampleur du problème est illustrée par les estimations des analystes du Centre d'études stratégiques et internationales, qui affirment que, depuis le début de la guerre, les États-Unis ont tiré jusqu'à 1500 missiles intercepteurs Patriot, n'en laissant qu'environ 1 millier dans leur stock.
La situation n'est pas encore critique, mais les pénuries pourraient devenir extrêmement graves en cas par exemple de guerre autour de Taïwan, où les combats seraient probablement encore plus intenses et la demande de missiles intercepteurs d'autant plus élevée. Le problème des munitions affecte également la guerre déjà en cours. Il y a de plus en plus d'indications que les unités de défense aérienne américaines rationnent les missiles intercepteurs et choisissent de ne pas intercepter certaines attaques iraniennes dirigées contre des cibles de moindre valeur. La difficulté de l'Amérique à obtenir une victoire décisive sur l'Iran provient principalement de la manière dont Téhéran s'est préparé à cette guerre. Les lanceurs de missiles balistiques sont répartis sur le vaste territoire national. Certains sont installés dans des complexes souterrains, tandis que d'autres sont montés sur des lanceurs mobiles, beaucoup plus faciles à dissimuler. L'Iran peut ainsi menacer la navigation avec des batteries côtières, mais aussi des drones et des missiles lancés à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Un symbole de la phase actuelle du conflit est devenu le missile Khaybar-Shekan, qui a remporté certains succès lors de frappes contre des cibles américaines dans toute la région. Le Khaybar-Shekan a une portée d'au moins 1450 km et, contrairement à de nombreux autres modèles iraniens, ne nécessite pas une longue procédure de lancement. Il utilise du carburant solide et n'a donc pas besoin d'être ravitaillé avant le lancement. Cela lui permet d'être tiré rapidement depuis un lanceur mobile, ce qui le rend extrêmement difficile à détecter. Le missile est encore plus dangereux, car certaines variantes sont capables de manœuvrer pendant la phase terminale du vol. L'Iran combine les missiles Khaybar-Shekan avec des drones bon marché et des roquettes plus anciennes et moins sophistiquées, ce qui lui permet de submerger plus efficacement les défenses aériennes américaines. Un exemple d'attaque réussie impliquant le Khaybar-Shekan est la frappe contre la base aérienne de Moufa Afak, en Jordanie, où 3 soldats américains ont été tués. L'économie de la guerre joue également contre les États-Unis. Washington s'appuie sur des armes très précises, mais elles sont aussi extrêmement coûteuses. L'Iran, en revanche, utilise des systèmes plus simples et bien moins chers. On estime que depuis le début de la guerre, les États-Unis ont mené environ 20 000 frappes contre des cibles à l'intérieur de l'Iran, alors que le conflit a déjà coûté environ 37,5 milliards de dollars. Bien que les États-Unis et Israël aient tué le guide suprême de la République islamique, ainsi qu'un certain nombre de hauts responsables politiques et commandants militaires, ils n'ont toujours pas réussi à briser la volonté de l'Iran de se battre. Les Iraniens restent déterminés parce qu'ils estiment que, malgré leurs pertes, la guerre évolue toujours largement en leur faveur. Ils conservent la capacité de riposter aux attaques américaines, tandis que leur position stratégique à l'entrée du Golfe Persique leur permet d'augmenter le coût de la pression militaire américaine en menaçant les approvisionnements en pétrole et en gaz, les véritables fondements de l'économie mondiale. Cette position stratégique permet à l'Iran de tenir l'économie mondiale à la gorge malgré des moyens relativement limités. Téhéran n'a pas à stopper chaque pétrolier traversant le détroit d'Ormuz. Il lui suffit de maintenir une menace crédible de nouvelles attaques, ce qui fait grimper les coûts d'assurance et oblige les compagnies maritimes à se retirer. Cela, à son tour, fait grimper les prix mondiaux du pétrole et du gaz. En théorie donc, le détroit peut rester ouvert, tout en étant trop dangereux pour que les assureurs et les armateurs l'utilisent normalement. C'est précisément pour cette raison que seulement quelques attaques contre des navires empruntant la route omanaise ont suffi à presque paralyser le trafic dans le corridor. Les données de Kepler illustrent bien cela. Après la reprise des combats le 8 juillet, le trafic dans le détroit d'Ormuz a chuté de 70%, tandis que 90% des navires ayant effectué la traversée ont utilisé la route désignée par l'Iran. Téhéran parie que la hausse des prix du carburant, de nouvelles pertes militaires américaines et le risque croissant d'une récession mondiale finiront par forcer Trump à faire des concessions et à signer un accord selon les conditions de l'Iran. Les Iraniens pensent que plus les États-Unis approchent des élections de mi-mandat de novembre, plus il sera facile d'obtenir des concessions de la part de Trump. Peut-être qu'ils ont raison. Mais si Trump était prêt à abandonner le mémorandum de juin aussi facilement, pourquoi ne ferait-il pas la même chose à nouveau ? L'Iran, cependant, a encore une autre carte à jouer. Le 20 juillet, les Houthis du Yémen ont annoncé le début d'un blocus naval de l'Arabie saoudite.
Ils ont averti que les navires faisant escale dans les ports saoudiens ou transportant des marchandises à destination ou en provenance de ceux-ci pourraient être attaqués n'importe où. Bien que le blocus annoncé par les Houthis, du moins en théorie, ne concerne que l'Arabie Saoudite et non la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb lui-même, cette distinction importe beaucoup moins pour les compagnies maritimes et les assureurs. Après le début de la guerre à Gaza, les Houthis ont lancé des attaques contre des navires commerciaux liés à Israël en solidarité avec le Hamas. En pratique, leur campagne a effectivement fermé le détroit de Bab el-Mandeb entre 2023 et 2025 et a forcé les plus grandes compagnies maritimes du monde à éviter la mer Rouge et à emprunter la route bien plus longue autour de l'Afrique. Aujourd'hui, le détroit de Bab el-Mandeb est encore plus important. Après la perturbation du détroit d'Ormuz, l'Arabie Saoudite a commencé à dépendre davantage de l'oléoduc Est-Ouest qui transporte le pétrole des champs situés près du golfe Persique jusqu'au port de Yanbu sur la mer Rouge. Depuis avril, plus de 4,5 millions de barils de pétrole et de produits raffinés par jour ont été exportés en moyenne via Yanbu. Environ 70% de ces expéditions étaient destinées au marché asiatique. Le pipeline permet donc à l'Arabie Saoudite de contourner le détroit d'Ormuz, mais il ne résout pas entièrement le problème. Les pétroliers quittant Yanbu à destination de la Chine, de l'Inde, du Japon ou de la Corée du Sud doivent toujours passer par Bab el-Mandeb, directement le long de la côte yéménite contrôlée par les Houthis. Dans les conditions actuelles, cela est pratiquement impossible. Et les Houthis ont montré que leurs menaces ne sont pas vaines. Le 23 juillet, ils ont annoncé des attaques contre les pétroliers Anzaliya et Layla. 2 jours plus tard, ils ont frappé les infrastructures pétrolières saoudiennes à Jizan et Yanbu. L'Arabie Saoudite a répondu par des frappes aériennes sur le port de Hodeïda et des dépôts d'armes dans le nord du Yémen. Les deux camps ont aussi mobilisé des forces sur la ligne de front. En conséquence, le cessez-le-feu entre l'Arabie Saoudite et les Houthis, qui était largement respecté depuis 2022, est désormais sur le point de s'effondrer complètement. Selon les données de Kepler, seulement 11 navires cargo ont traversé le Bab el-Mandeb le 26 juillet, soit le nombre le plus bas depuis de nombreux mois. Le détroit n'a pas été complètement fermé, et certains pétroliers sont encore prêts à prendre le risque. D'autres, cependant, se dirigent vers le nord et empruntent la longue route autour de l'Afrique. Ce trajet ajoute environ 10 000 milles nautiques et peut prendre 34 jours supplémentaires. Le coût supplémentaire du transport à lui seul est estimé à plus de 5 millions de dollars par voyage, en plus d'environ 1 million de dollars de frais pour le canal de Suez et de primes d'assurance plus élevées. L'entrée des Houthis dans la guerre complique donc encore davantage la position de Donald Trump. La crise au Moyen-Orient touche désormais non pas un, mais 2 détroits stratégiques, par lesquels, avant la guerre, transitaient chaque jour au total 24 millions de barils de pétrole. Tout cela nous amène à la question de savoir quelles sont réellement les options du président Trump. Il semble y avoir 3 principales voies. La première consiste à poursuivre la guerre d'usure. Les États-Unis peuvent maintenir leur blocus des ports iraniens et leurs sanctions, répondre à de nouvelles attaques par des frappes aériennes limitées et attendre que la pression économique force Téhéran à faire des concessions. Mais cette option comporte un certain nombre de risques, dont le plus grand est une récession mondiale. En juin, la réserve stratégique de pétrole des États-Unis est tombée à son niveau le plus bas depuis 1983. Ces niveaux ne sont pas encore critiques, mais ils limitent la capacité de Washington à stabiliser les prix mondiaux du pétrole, des prix qu'une guerre d'usure, durant encore plusieurs mois, ferait presque certainement grimper de façon significative. La deuxième option est un retour à une guerre à grande échelle avec l'Iran. Si une telle décision était prise, elle le serait très probablement conjointement avec Israël. Il n'est donc guère surprenant que, le 28 juillet, tous les regards seront tournés vers la visite du Premier ministre Netanyahou à Washington et sa rencontre avec Trump. Du point de vue d'Israël, après s'être tenu à l'écart des frappes limitées actuelles contre l'Iran, l'option privilégiée serait précisément un retour à une guerre à grande échelle et une nouvelle tentative de renverser la République islamique. Si les nouveaux bombardements ne donnaient une fois de plus aucun résultat, Trump pourrait encore augmenter la mise et donner son feu vert à des opérations terrestres limitées. Washington discute toujours de raids des forces spéciales et de la prise de l'île de Ark, qui abrite le terminal d'exportation de pétrole le plus important d'Iran. En théorie, les États-Unis disposent de forces suffisantes pour capturer l'île,
mais il devrait ensuite la tenir sous des attaques constantes de missiles et de drones iraniens. Plus important encore, Ark se trouve à plus de 600 km du détroit d'Ormuz, donc occuper l'île ne résoudrait pas directement le problème du transport maritime. S'emparer d'une partie du littoral iranien le long du détroit nécessiterait quant à lui au moins 100 000 soldats, selon l'ancien commandant du CENTCOM, le général Joseph Votel. À l'heure actuelle, les États-Unis ne disposent que d'environ 50 000 soldats dans toute la région. Cependant, la plupart des analystes doutent qu'une reprise d'une guerre majeure pousserait Téhéran à faire des concessions. En réalité, une campagne majeure déclencherait probablement une riposte iranienne encore plus forte, accélérerait l'épuisement des missiles intercepteurs américains et exposerait les États du Golfe à de nouvelles attaques. Cela pourrait également réduire davantage le trafic maritime par le Bab el-Mandeb et, dans un scénario extrême, entraîner l'arrêt effectif du passage par le détroit. La troisième option est un nouvel accord négocié, facilité par Oman et d'autres médiateurs. La pause actuelle des attaques vise à permettre ces discussions. Un compromis en discussion permettrait une navigation libre dans le corridor sud sans l'autorisation de l'Iran, tandis que les navires empruntant la route nord devraient obtenir l'approbation de Téhéran. Le transit lui-même resterait gratuit, mais l'Iran prélèverait des frais pour les services effectivement fournis, comme la protection de l'environnement ou la sécurité maritime. Une autre proposition consisterait à verser ces paiements dans un fonds commun, géré avec la participation de l'Organisation maritime internationale. Pour Trump, même cet accord pourrait être difficile à accepter. Le président devrait tolérer des frais pour des services spécifiques et reconnaître un rôle iranien limité et négocié dans la gestion du corridor nord. Mais c'est aussi la seule option qui permettrait de rouvrir le détroit d'Ormuz relativement rapidement, sans étendre davantage la guerre. Un tel accord aiderait également à stabiliser la situation dans le détroit de Bab el-Mandeb. En fin de compte, Donald Trump doit décider ce qui compte le plus: la reddition inconditionnelle de l'Iran ou la reprise rapide du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Après 5 mois de guerre, il y a peu de signes que ces deux objectifs puissent être atteints en même temps. Si la réouverture du détroit avant les élections de novembre est la priorité, Donald Trump devra accepter un accord, même si cela signifie faire des concessions à Téhéran. Le président n'aimera peut-être pas cela, mais la voie la plus réaliste pour mettre fin à la guerre semble désormais être un accord qui laisserait les États-Unis dans une position pire qu'avant le début du conflit. Voilà ce qui arrive quand on lance des guerres sans être prêt à se battre.